Bien, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que mon PowerPoint va fonctionner. Il était éteint tout à l'heure. Bon. Vous avez sans doute vu le résumé qui a été diffusé. Et pour une fois, je ne vais pas modifier les choses. Je vais parler de ce qui était prévu avec une petite précision. Euh, Ma contribution concernera essentiellement la tour Maubergeon. Ce choix est dû à l'importance artistique et symbolique de ce monument. Il se justifie aussi également par le fait que pratiquement tous les travaux qui ont été conduits ici, dans les autres parties du palais, démolition, transformation, rénovation, sol, etc., avaient avant tout un but pratique, assurer le confort et l'augmentation des salles dévolues à la justice. Et à ce moment-là, le Moyen Âge était un petit peu oublié et avait peu d'importance. Toutefois, réduire mon propos à la tour Maubergeon n'a pas suffi à simplifier ce que je voulais dire. J'ai complètement échoué à articuler dans une suite chronologique vraiment limpide euh, mon argumentaire en raison de la complexité des dossiers, de l'enchevêtrement des opérations archéologiques ou pas archéologiques. J'espère donc que je resterai compréhensible. Alors, voici pour commencer la plus ancienne représentation connue de notre emblématique édifice. C'est une gravure datée de 1840 et j'ai tenu à accoler cette date à celle de la réalisation de l'œuvre au Moyen Âge. L'œuvre, c'est-à-dire l'ensemble composé du pignon de la salle et de la tour Maubergeon, deux éléments ayant été élaborés au sein d'un même programme, avec au milieu, entre les deux, un logis qui les réunit, mais qui a été davantage malmené par l'histoire et par les travaux. Je crois qu'il faut d'emblée avoir en tête cette datation du chantier principal, cette datation qu'on évalue à autour de 1390. La création architecturale est en effet assurée à partir de 1384 grâce à des documents comptables originaux, qui appartiennent à un commanditaire très riche, très dépensier, très impliqué, très attentif, qui est Jean de France, duc de Berry, oncle du roi de France. Ce repère sera utile pour comprendre quelques interprétations et surtout quelques malentendus, car de fait, il ne s'agit pas de n'importe quel Moyen-Âge, la fin du XIVe siècle, qu'il nous parle ou non, mais d'une sorte de parenthèse enchantée dans une période troublée, où est inventé autre chose que le gothique classique, dont l'apogée se place au siècle précédent, au XIIIe siècle. Alors, quant à cette représentation de 1840, elle nous semble familière. C'est exactement ce que nous voyons encore, comme si rien n'avait changé depuis 170 ans. Si bien que semble très bizarre la surprise non feinte suscitée par la découverte de la tour. Surprise qui allait bientôt advenir. Donc, en 1845, on découvre la tour Maubergeon. Je vous lis l'article en question. Monsieur l'abbé Aubert, chanoine de Poitiers, correspondant des comités historiques, nous écrit « Dernièrement, on a fait à Poitiers la découverte de la façade, ignorée jusqu'à présent, du palais des anciens comtes de Poitou. Ce magnifique ouvrage du XVIe siècle, obstrué par des baraques, qui s'appuyaient sur ses hardis pignons, sur ses belles tours, sur ses statues historiques, a tout à coup paru aux regards étonnés des Poitevins. Personne n'en avait la moindre idée, sinon quelques antiquaires, alors antiquaires à ce moment-là, ça veut dire les amateurs d'antiquité, bien sûr, qui n'espéraient pas les voir sortir aussitôt de leur obscurité. La Société des antiquaires de l'Ouest s'est émue. La mairie a partagé les sympathies générales, que la préfecture a chaudement soutenues. Le ministre prévenu a ordonné la suspension complète des travaux qui menaçaient de rejeter notre curieux édifice dans la nuit qui l'eût enseveli pour toujours. Des plans s'exécutent, seront bientôt envoyés à Paris, après quoi un dégagement aura lieu, l'acquisition du monument sera faite par l'État, et la ville de Poitiers ajoutera à la liste de ses monuments religieux si remarquables un monument civil, le seul qui lui reste, et tel qu'après le palais de justice de Rouen, on n'en voit pas un pareil en France. Il faut remarquer la datation évoquée, XVIe siècle, sikh.
Cette datation est assortie d'une comparaison avec le palais de justice de Rouen, que je vous ai projeté. Je vous laisse juge de la ressemblance. C'est sans doute qu'il était impensable pour les hommes du milieu du XIXe siècle d'imaginer au Moyen Âge une telle qualité. On pouvait célébrer la valeur d'une église romane ou gothique, mais un édifice civil, un palais délicatement orné qui n'avait rien d'une forteresse, ne pouvait que refléter la Renaissance, à l'aube des temps modernes. Le plus étonnant reste quand même l'expression de la stupéfaction. Car les gravures les plus anciennes, nous l'avons vu, celles-ci aussi, montrent toutes le monument dégagé. Vision trompeuse, qui est due, premièrement, à l'existence d'un jardinet. Mais qui dit jardinet ne dit pas accès. Pour entrer dans le dit jardinet et donc voir la tour, il fallait autrefois passer par le numéro 18 de la rue des Cordeliers. Actuellement, un petit magasin Carrefour. Sur un plan de 1840, j'ai colorié l'emplacement du jardin, toujours le même, qui est devenu le square. Deuxièmement, pour des raisons de joliesse, on ne nous montre jamais dans les représentations anciennes, gravures puis photographies, que la face ouest de la tour, alors que c'est la façade sud qui était la plus encombrée et qu'on ne voyait pas. En résumé, 3 ou 4 problèmes embarrassent notre imagination autant qu'ils embarrassaient le monument autrefois. Premièrement, évidemment, le bourgeonnement des constructions tout autour de l'édifice. On dénonce dans notre texte les baraques qui s'appuyaient sur ces hardis pignons. Plus grave, on comprend que des voisins avaient percé les gros murs des tourelles pour s'en approprier l'intérieur, une situation de fait entérinée on ne sait pas trop par quelle autorité. Or, c'est moins les caves, les apprentis, les baraquements dressés directement contre la tour Maubergeon qui bouchaient la visibilité que l'alignement des maisons auxquelles ils appartenaient le long des rues adjacentes, essentiellement la rue des Cordeliers, avec des maisons certes extrêmement étroites, mais parfois très hautes, poursuivies par des maisons le long de la rue Notre-Dame-la-Petite, aujourd'hui la rue du Marché. Et ma foi, sans la préparation de cette conférence, c'est à peine si je me serais aperçu que la rue des Cordeliers, côté père, commence aujourd'hui seulement au numéro 16. Conclusion, on a enlevé 7 maisons depuis. Une anecdote significative, en 1665 déjà, la tourelle de la tour Maubergeon donnant sur la rue du Marché était louée à un certain Thomas Garnier. L'arrangement devait permettre à ce marchand de faire construire un appentis pour couvrir une courette et ainsi empêcher que la toiture de la maison principale ne soit pourrie par les eaux de pluie déversées par la toiture de la tour Maubergeon. C'est une curieuse inversion des priorités et des nuisances. En contrepartie d'une rente, ce Garnier a obtenu la permission de faire ouvrir une porte pour accéder à la tourelle dont il était devenu de fait locataire. Deuxième problème, l'absence d'accès pour la justice. Voilà qui explique, en 1783, le projet de l'architecte Véto, qui a répondu à une demande et un besoin crucial par un projet visant à créer une allée bordée de boutiques, ce sont les flèches rouges que j'ai indiquées sur le plan, et à percer une porte monumentale dans la grande salle derrière moi, sous les cheminées. Alors, ce n'était pas la restitution des boutiques antiques qui l'animait, il ne les connaissait pas, on ne les connaissait pas encore. Ce n'était pas non plus un intérêt pour le Moyen-Âge, c'est ce même Véto, un homme de son temps, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, qui à ce moment-là déplaçait le beau jubé du XIIIe siècle de la cathédrale pour le placer contre le pignon. Pour sa défense, il faut dire que, comme pour le palais, le caractère pratique de ces travaux venait des commanditaires, là le clergé, ici la justice. Quoi qu'il en soit, on l'a échappé belle. De fait, il n'y a pas pire que le XVIIIe siècle pour pécher contre le Moyen-Âge. On le sait pour les églises. Troisième problème, la complexité de la propriété judiciaire. Depuis toujours, les situations de propriété ont été confuses malgré l'exercice d'une même fonction, la justice du roi, du duc, du roi, puis justice de la République. En 1821, c'est l'État, on disait alors le gouvernement,
en la personne du préfet de la Vienne qui achète des maisons pour permettre la reconstruction de la salle d'audience et de la salle des assises, côté est, rue du Marché, c'est-à-dire à droite de la diapositive. De ce même côté, toujours à droite, entre 1821 et 1824, l'ensemble formé par la conciergerie, les prisons, l'ancienne chapelle est détruit et remplacé par la salle d'audience de la première chambre de la cour d'appel. À la même époque, on commence la présentation solennelle de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté. Actuelle place Le Petit, avec le péristyle majestueux que nous connaissons, mis en valeur par un escalier qui a sans cesse posé des problèmes de stabilité. Mais c'est le département qui acquiert ici, en 1845, une maison de l'ancienne place Saint-Didier pour construire le tribunal de grande instance. Tout ça est bien compliqué. Dans les années 1860, au moment du classement du monument, 1862, l'État gère les services de la cour impériale, tandis que le département a la responsabilité du tribunal de commerce et de la cour d'assises, et cette dualité s'est poursuivie jusqu'à nos jours. On peut imaginer qu'à côté de ces problèmes, la question des empiètements dans la tour était tout à fait secondaire. Comme ni les plus anciennes photos, ni les gravures ne collent avec la perception ancienne et avec les textes qui nous la racontent, qui nous racontent cette stupéfaction, je me suis livré à un petit puzzle complètement fantaisiste pour illustrer un article que j'ai récemment retrouvé, lequel fait apparaître un quatrième problème. La tentative des érudits et historiens poitevins de contourner l'administration des monuments historiques, celle qui surveille les restaurations, et de s'approprier le dossier de mise en valeur. Et bien que je sois membre très actif de la Société des antiquaires de l'Ouest, cette occurrence m'a fait pester contre mes confrères. Il n'y avait pas à l'heure de consoeur, c'est sûr, parce qu'ils ont compliqué le dossier et donc l'articulation de ma conférence. Alors, voici l'article en question qui date de 1850. Une usurpation lointaine ou des concessions irréfléchies avaient fait surgir, sur le périmètre de sa pacifique enceinte, des constructions dont le goût et la forme ne pouvaient compenser le tort de ravir à nos yeux la plus belle page de sa pittoresque architecture. Entouré, pressé de toutes parts par des voisins trop intimes, il a subi pendant les siècles de sa décadence et de notre indifférence pour lui l'outrage de leur affectueuse familiarité. Son enceinte a été violée, ses tours ont été envahies par des hôtes nouveaux, les fenêtres qu'un ciseau habile avait ornées d'archivoltes, de colonnettes, d'ogives trilobées, où l'air affluait avec la lumière faisait saillir le relief des sculptures et des nervures infléchies sous la courbure élégante des voûtes, sont devenues des portes dégradées par un usage trop contraire à leur destination primitive. La maison nouvelle a fait de la demeure ancienne une partie de ses dépendances et rejeté dans ses compartiments profanés tout ce qui a paru blesser sa dignité récente. Triste inversion des choses d'ici-bas. Où se complaisait le pouvoir féodal, où s'accomplissait la vie supérieure de la société d'alors, se produisent aujourd'hui les plus humbles détails de la vie domestique. Un bûcher, une confiserie, un fenil, une écurie, les fourneaux d'une buanderie sont les substitutions modernes amenées par le jeu des vicissitudes. Chose singulière, au-dessus de ces lieux avilis par le rôle qu'on leur impose actuellement, la justice, qui plane surtout comme un symbole de droit et de raison, prépare dans ce qui lui reste encore ses arrêts les plus redoutables et confie à la dernière voûte de ses tours, devenue ses archives criminelles, le témoignage de ses légitimes sévérités. Un autre propriétaire possédait, en vertu de je ne sais quel titre, la jolie tour hexagone du nord et la plus belle travée de la vaste salle qui s'honore, dans les manuscrits comme dans les souvenirs du passé, du nom célèbre de Maubergeon. Ici, le sol s'était élevé, à force de débris et de ruines accumulées, au niveau des fenêtres qui, destituées de leur fonction naturelle, remplissaient alors l'office plus modeste, mais non moins utile, de portes introductives. L'ardeur spéculative du possesseur voulut orner la rue des Cordeliers de 2 nouveaux magasins. C'en était trop. Quoi qu'il en soit, il faut consulter non les représentations anciennes en élévation, qui, comme je l'ai dit, n'ont pas tellement changé, mais les plans au sol du quartier pour éclairer toutes ces histoires d'empiètement, de découvertes surprenantes.
Alors, par ordre chronologique, je vous montre ici, si ça marche, peu importe, en haut à gauche. Donc, en haut à gauche, un morceau du plan dit des échevins, qui date du XVIIe siècle, et vous cherchez en vain la tour. Vous avez la grande salle, la chapelle, pas de tour. Au-dessous, un plan que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise beaucoup, grâce aux numérisations de la médiathèque, le plan Tussaud, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Même constat. On voit le jardin, on voit la salle, pas de tour. J'ai remis le plan de 1840 avec le jardinet. C'est pareil, la tour n'apparaît pas nettement. Alors, le plan qui est en bas à droite est le plan de l'architecte Dulin, datant de 1843. Il est très parlant, car il a représenté en noir ce qui appartient à la justice et en gris ce qui est privatisé par différents propriétaires contigus. C'est une drôle de situation. Sur ce plan, l'alignement de maisons le long de la rue des Cordeliers, côté Père donc, est parfaitement retracé. Ce plan guidera les démolitions, les achats pendant 50 ans. Et pourtant, ce document n'était pas du tout un projet d'expropriation, malgré le texte de 1845. C'était simplement une étude pour déterminer à qui revenait l'entretien des toits. Alors, je vous livre quand même quelques étapes, en anticipant quelques étapes de ces expropriations, avec quelques exemples des démolitions pour le début de la rue. En 1857, l'État achète le numéro 4 de la rue des Cordeliers, laquelle maison est détruite peu après. En 1868, l'État achète le numéro 6 de la rue des Cordeliers, donc on progresse lentement. Cette maison se composait d'un niveau de cave, d'un rez-de-chaussée, d'un premier et surtout d'un deuxième étage et d'un grenier, ce qui fait quand même une certaine hauteur. En 1902, on fait l'acquisition de la propriété située aux 2 rue des Cordeliers. L'État donne 90 000 francs, la ville de Poitiers 50 000, le département 10 000 et la Société des antiquaires de l'Ouest 3 000. Lorsque est pris un arrêté de protection du jardinet qui devient square, en 1902 toujours, on ne mentionne comme propriétaire que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentant de l'État propriétaire. Enfin, il a fallu un incendie en 1904 pour parfaire le dégagement complet de la tour Maubergeon, j'y reviendrai. Cette situation très particulière, et surtout sa longue durée, explique bien des choses. Elle m'a interdit de vous montrer un Moyen-Âge rêvé, donc un Moyen-Âge troubadour, dans la même séquence chronologique, c'est-à-dire à la fois un décor peint et le projet de terminaison des tourelles et toits, selon le mode gothique, ou du moins ce qu'on comprenait du mode gothique au XIXe siècle. Ces images-ci pourraient passer pour refléter des phénomènes contemporains. Alors, à droite, un dessin du célèbre Eugène Viollet-le-Duc, qui illustre l'article Palais de son dictionnaire raisonné de l'architecture, paru en 1859. Les dessins de Viollet-le-Duc se reconnaissent toujours parce qu'il y a des tout petits personnages qui sont très, très élégants et très amusants pour indiquer l'échelle. Mais oui, c'est bien le palais, c'est bien la tour Maubergeon. Hein. Ce dessin, Viollet-le-Duc le tenait de Jules Mérindol, qui était alors architecte diocésain à Poitiers. Mais j'ai préféré vous montrer la vraie page, ou plutôt la double page, du dictionnaire, pour bien identifier la valeur pédagogique de ces gravures que l'on montre toujours, que l'on montre à l'envie. Franchement, c'est loin de ce que nous voyons aujourd'hui, qui était la même chose que ce que voyaient les contemporains. Mais il fallait à Viollet-le-Duc un vrai château pour ces démonstrations. À gauche, les vestiges d'une peinture en style troubadour qui correspond au décor posé entre 1867 et 1869. En haut, une vieille photo, en bas, ce qui subsiste dans un recoin d'une tourelle et d'un escalier. Théoriquement, la notice de Viollet-le-Duc est une notice simplement didactique, non la matérialisation d'un projet. Sauf qu'on ne peut jamais séparer les deux choses.
le palais rêvé et les projets de restauration, voire de restitution. Car, comme ces dessins venaient de Mérindole, ils étaient liés à des intentions de travaux restées dans les cartons. Et on ne peut pas s'empêcher de remarquer que à la fois Mérindole et Viollet-le-Duc avaient été exclus en 1853 de la commande de rénovation de la salle d'assises dans le corps de logis au profit de l'architecte Dulin. Et il y a peut-être eu là un dossier destiné à une petite vengeance. Nous trouverons constamment ce mélange des genres, des études, des compétitions, des projections des cabinets d'architectes en vue d'obtenir un marché, des devis, quelques combats intellectuels. J'ouvre une parenthèse. Les visions néo-médiévales ou troubadours que nous venons de voir n'allaient pas de soi, et en outre elles étaient récentes. En d'autres lieux du palais, avant le milieu du XIXe siècle, on avait opté contre le Moyen-Âge. Ainsi, il existe un dessin de 1836, que vous voyez au milieu, où sont proposées 2 solutions pour la porte d'accès sur le passage des échelles du palais. C'est la version de gauche, la version néoclassique, qui a été adoptée, non une version néo-médiévale. Et pourtant, avait été proposée aussi une solution plus vraisemblable avec une sorte d'arc en accolade. Cette solution s'appuyait certainement sur une découverte récente, la découverte en 1822, au moment du célèbre procès du général Berton. À cette époque, on avait découvert dans le corps de logis une porte authentique datant des années 1390, donc vraiment de l'époque du duc, élément qui a été aussitôt cassé avec conservation d'un morceau de tympan et dont l'emplacement a pu être repéré à nouveau et très précisément par nos fouilleurs et plus précisément par quelqu'un qui est dans cette salle et que je remercie. Rêvons un peu en imaginant que Viollet-le-Duc et ses confrères aient pu travailler à ce moment-là à Poitiers. On aurait obtenu, peut-être, quelque chose de semblable à Pierrefonds, un célèbre château de l'Oise en lisière de la forêt de Compiègne. À l'origine, le château de Pierrefonds était exactement contemporain de la tour Maubergeon. Il avait été bâti à partir de 1393 ou 1396 par Louis d'Orléans, un des frères de notre duc et un autre des oncles du roi Charles VI. Ce château était au milieu du XIXe siècle en ruine, c'est ce que vous voyez à droite. Malgré ou à cause un classement en 1862, donc c'est aussi exactement en même temps que notre tour Maubergeon, Viollet-le-Duc a été en charge de la restauration, la restitution du château de Pierrefonds pour en faire une somptueuse demeure destinée essentiellement à l'impératrice Eugénie. Cet édifice est devenu emblématique à la fois de Viollet-le-Duc et du XIXe siècle, traduisant parfaitement l'engouement pour le Moyen-Âge de cette époque à laquelle appartenaient des personnalités d'architectes, mais aussi des artistes remarquables. Nous avons vu dans le texte de 1850 que les Poitevins essayaient alors d'arracher l'entreprise de restauration, de restitution, d'études à l'administration centrale et donc aux Parisiens. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient conscience d'une singularité monumentale ou de l'importance du palais au cœur de la ville, mais les érudits voulurent jalousement garder la main au détriment de l'administration des monuments historiques. Et cette occurrence eut pour conséquence des conflits très violents entre la Société des antiquaires de l'Ouest et les représentants de l'État. Les inspecteurs des monuments historiques, et notamment Prosper Mérimée, ont fulminé. Mérimée écrit que la société se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et comme ni l'administration centrale, ni le préfet n'étaient prêts à laisser la société prendre la tête d'un projet de restauration aussi important, le dossier de cette initiative locale restera sans suite. Avant le niet de l'État, cependant, et dès 1848, Augustin Ménard, un des membres fondateurs de la société en 1834, son président pendant 1 an, l'année 1848, son inusable secrétaire pendant 40 ans, ancien professeur d'histoire et alors proviseur du Collège royal, qui était devenu cette année-là, l'année de sa présidence, en 1848, le lycée,
Augustin Ménard, donc, se pique de devenir le moteur des principes de restauration des monuments. C'est l'objet de son discours de président que vous avez en haut. Sous sa houlette, nous avons de multiples preuves que la société tout entière s'est saisie du dossier du palais, et aussi la preuve que son bureau a nommé au moins 2 commissions chargées des projets. L'une d'elles a produit notre texte de 1850, de l'autre, malheureusement, nous n'avons que peu de témoignages. C'est dommage, parce que c'était la commission la plus importante, celle qui était présidée par Augustin Ménard. Augustin Ménard a fait lui-même des petits croquis comme celui-ci, où il a reproduit l'état du monument à son époque. Ce croquis est conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Il n'est pas signé, mais l'attribution à Augustin Ménard ne fait aucun doute pour personne. Ménard avait souhaité la restitution des baies, c'est ce que vous voyez dans le dessin du haut, le remontage de couronnements crénelés, la création d'un accès direct et la restauration des intérieurs. Convenons que son projet était assez modeste. Il avait bien prévu des créneaux, mais pas de machicoulis ni de haute toiture. Ces dessins étant datés de 1849, il s'agit donc du premier projet de reconstitution d'une partie haute de la tour, projet antérieur même au dictionnaire de Viollet-le-Duc. Le remontage de parties supérieures, au moins sur quelques assises, relevait de l'évidence. Il apparaissait clair aux contemporains, et à nous aussi aujourd'hui, que la construction de la tour n'avait pas pu être interrompue au niveau que nous connaissons encore. Les magnifiques statues n'étant pas protégées et la salle haute n'ayant pas de voûte. Nous savons aussi que Ménard avait fait ou fait faire une maquette en plâtre. Il est donc hautement probable que le magma informe, qui a été trouvé par les archéologues au fond de la plus importante citerne du corps de logis, donc quelque part par là, concerne cet objet qu'on aurait jeté au fond de la citerne. Une différence toutefois, sur les dessins de Ménard, il n'est guère prévu d'ajouter que 2 ou 3 assises et surtout des créneaux, mais on ne voit pas les petits dés architecturés au-dessus des statues, alors que dans la maquette, dont les détails sont, la maquette en plâtre, dont les détails sont absolument remarquables, on a intégré la nécessité de disposer au-dessus des grandes statues ces sortes de parapluies, c'est-à-dire de jolis et de très subtils dés architecturés, d'architecture miniaturisée. C'est un point qui nous occupe beaucoup en ce moment. Après les différentes visions du milieu du XIXe siècle, les visions réelles et triviales concernant l'état du bâtiment et les premières interprétations d'autre part, détachées de toute entreprise, passons aux travaux réellement exécutés après le classement à l'ordre des monuments historiques de 1862. Cette date de 1862 me semble non un tournant radical, notons que par exemple ici les enduits et les pavements sont antérieurs à 1862, mais un repère assez commode pour composer des chapitres. Les premiers travaux postérieurs à 1862 portent évidemment, eux aussi, leur propre vision et interprétation, d'autant plus qu'ils se sont presque tous soldés par une exécution à minima et donc très certainement ont engendré un profond sentiment d'insatisfaction chez les architectes. Après 1862, la polémique continue. Évaluons les travaux en cours sur la charpente, c'est l'époque de cette charpente-là que nous voyons. En tant que rapporteur devant la Commission nationale, Viollet-le-Duc continue à protester. Il demande qu'à l'avenir, la Commission des bâtiments civils ne néglige pas de soumettre à l'examen de la Commission des monuments historiques les projets concernant les édifices classés. En outre, elle propose de signaler officieusement à Monsieur le ministre de l'Intérieur l'insuffisance de l'architecte chargé des travaux. C'était encore Dulin, c'est-à-dire son concurrent. Outre la charpente de la grande salle, en 1862, on pose contre le grand pignon intérieur devant les grandes baies, donc au-dessus de moi, une balustrade en plâtre. C'est comme à la cathédrale, il n'y en avait pas à l'origine. Et on restitue les écussons d'une façon assez, on va dire, fantaisiste, en remplaçant les armes du duc de Berry, armes de France aux fleurs de lys, par le léopard d'Aliénor
en tant que reine d'Angleterre, et les tours de Castille de la mère de Saint-Louis. Je ne sais pas si je dois en conclure que les restaurateurs étaient féministes. En tous les cas, c'était très anachronique. Pour les écussons, ce ne sera qu'une première étape. Ils seront, comme vous le voyez encore, dérestaurés un siècle plus tard. Mais ce qui concerne la balustrade, elle est fixée à jamais dans notre regard. Ensuite, en 1867, nous revoilà avec notre décor troubadour. C'est une campagne de travaux assez surprenante, car enfin, on n'a pas touché le gros œuvre. La tour était encore encombrée par toutes les constructions annexes. Et on attendait la destruction des maisons voisines. Avec l'accord de la Commission des monuments historiques, en date du 29 mai 1867, l'intérieur de la tour Maubergeon fait l'objet d'une rénovation importante. Les murs, les voûtes, les piles, les arcs de la salle principale sont grattés, recouverts de 3 couches de peinture. Il faut dire qu'à ce moment-là, une partie de l'espace sert de chapelle. Le programme est assez sobre dans la salle centrale, mais il est plus complexe et plus troubadour, donc, et relativement sophistiqué dans les 4 annexes hexagonales et dans les tourelles d'escalier. Les peintures seront grattées un peu moins de 70 ans plus tard, c'est pour ça qu'on ne peut plus en présenter que quelques fragments. En 1931, en effet, sera entamée une autre restauration de la tour, de l'intérieur de la tour du moins, par exemple le dallage. L'enlèvement des mauvais enduits et badigeons, etc. Alors, en conséquence, le décor ne subsiste plus que dans de petites parties, ce sont les photos en couleur, hein. Et notamment, vous remarquez la tête de Charles VII sur le manteau de la cheminée. Pourquoi Charles VII ? Sans doute pour permettre une allusion à Jeanne d'Arc, dont l'évocation, tout aussi hors de propos, a été ajoutée à celle d'Aliénor d'Aquitaine et de Blanche de Castille. En ce qui concerne les enduits peints, quelques comparaisons permettent de mesurer le médiévalisme dans l'air du temps. Alors au milieu, vous avez le projet pour une grande cheminée de pierrefonds avec un magnifique arbre généalogique, ou plutôt arbre de Jessé sur l'immense manteau. Et à droite, vous avez le décor prévu pour le baptême du prince impérial, donc le fils d'Eugénie de Napoléon III, qui s'est fait en 1856. La rénovation de Viollet-le-Duc à Notre-Dame de Paris mettait un point d'orgue à sa restauration assez approfondie de l'architecture. Viollet-le-Duc était bien en cours, évidemment. Dans les faits, pour ce baptême de 1856, on a plutôt utilisé des tapisseries et non pas des enduits peints, mais avec les mêmes motifs. Alors, je ne peux résister à la tentation de vous montrer d'autres exemples de décors polychromes ajoutés au XIXe siècle ou restitués au XIXe siècle. Des images du décor de Pierrefonds, notamment, qui sont extrêmes, qui sont presque des œuvres d'art en soi. Mais le décor de Pierrefonds n'a pas été réalisé en totalité. En tous les cas, les projets de Viollet-le-Duc ont suscité de sa part des images assez extraordinaires. Autre exemple, à gauche, la salle des États de Blois, qui a été restaurée par Félix Duban dans les mêmes années, 1861, et mise en valeur récemment en tant que décor 19e. C'est là que se placent les rendez-vous de l'histoire. Mais c'était une salle datant de 1214, et peu importé aux restaurateurs qu'il s'agisse d'une salle de 1200, de 1390 ou de 1430. Le Moyen-Âge, pour eux, était un tout. Il y avait tellement de choses à faire en France sous le Second Empire que l'on diffusait des modèles. Par exemple, dans la Revue générale de l'architecture et des travaux publics, on met en place toute une série de motifs qui pouvaient servir de modèle aux peintres dans les monuments médiévaux à restaurer. Ces motifs, d'ailleurs, proviennent davantage de chasses émaillées ou de vêtements de sculpture que des rares polychromies qui restaient de cette époque-là. À Poitiers, les décors polychromes originaux, car il y en avait nécessairement, ne devaient évidemment pas dater de l'époque de Charles VII, autour de 1430,
mais des années 1390. Bien sûr, ma réflexion est un peu hors sujet, c'est être un peu présomptueux et anachronique que de dénoncer les anachronismes de nos prédécesseurs. Mais tout de même, j'ai eu envie de vous montrer ce qu'on faisait à la fin du XIVe siècle. D'une part, on aimait les décors héraldiques. C'est ce que vous avez en haut à gauche. D'autre part, on aimait les effets de tapisserie, anticipant les effets de papier peint. Donc à droite et en bas, je vous ai présenté plusieurs vues des décors des appartements privés du pape à Avignon. Décors extrêmement nobles, d'une haute valeur ornementale, avec des effets absolument sublimes, autant que naturalistes, transformant la chambre du pontife en parc forestier. Et de fait, les décors bleus à fleurs de lys retrouvés un peu partout dans ce palais-là devaient être un peu de ce type. Une autre question est posée à Poitiers à propos de cette campagne de 1867-69, ou approximativement ces dates, celle des retouches de sculpture. Alors, je sors une deuxième fois un instant de la tour Maubergeon pour regarder le pignon derrière, mais je le répète, il s'agit bien du même programme. Se trouve perché en haut, on le sait, de gauche à droite, le duc, la reine, la petite duchesse. Alors j'emploie l'épithète parce qu'elle est plus petite que les autres personnages. Elle avait 12 ou 13 ans, dit-on, au moment de son mariage en 1389, c'est-à-dire en plein chantier. La petite fille a épousé le vieux Barbon. Alors, certes, par rapport aux statues de l'extérieur de la tour, qui ont des expressions sans concession et des qualités sculpturales absolument remarquables, ces 4 effigies devaient être très stéréotypées, très convenues. Du moins, ces 3-là, celles que je vous montre. Au sein du trio, le roi Charles VI est assez idéalisé, c'est ce que vous avez à gauche dans le carré du bas, mais c'était une révérence obligatoire, on devait poser le roi comme un bel homme. En tous les cas, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que sa statue reste largement authentique. C'est la plus authentique des 4. Mais Jean de Berry, à gauche, possède un buste entièrement refait, une tête copiée sur celle du roi, qui ne va pas du tout avec ce qu'on devine un peu de son estomac. Malheureusement, on ne sait pas quand cette idéalisation a été réalisée. On possède une gravure, qui n'est pas très nette, mais que je vous ai quand même donnée en haut, non datée, mais antérieure à 1860, qui est très explicite, en dévoilant les morceaux manquants. Alors ce qui manquait, c'est presque tous les dés architecturés, toute la moitié supérieure du duc, tous les bras, donc tous les gestes. Convenons que le bouquet de fleurs de lys qui est porté par la reine Isabeau de Bavière est assez improbable. Ça s'appliquerait plutôt à la Vierge. En tous les cas, on ne peut se fier non plus à Viollet-le-Duc. J'ai découpé sa gravure. Viollet-le-Duc qui a imaginé très librement les 4 statues, avec plusieurs mouvements, tout aussi improbables, car il a un petit peu brisé la majesté de ces effigies. Mais on devine bien une interprétation laïque qui est très caractéristique de sa mentalité. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que le duc lui-même devait davantage ressembler à ce qu'il était réellement, c'est-à-dire d'un certain âge et pas très séduisant. Bref, ce n'était pas un éphèbe, et il ne cherchait pas à le cacher. On a suffisamment de portraits de lui qu'il a évidemment validés. Outre une miniature qui est bien connue, elle a été exposée ici assez souvent, une miniature qui est tirée d'une scène de banquet. Vous avez ici des éléments de son monument funéraire à Bourges, dans la cathédrale de Bourges, un monument réalisé de son vivant. Comme nous sommes à une époque de naissance du portrait, on peut vraiment dire que l'idéalisation du duc qui est ici est une trahison. Et c'est pourquoi je vous invite à ne pas trop vous attarder sur les moulages qui sont dans cette salle, qui représentent évidemment les statues restaurées. Même type de question, cette fois dans la tour,
celle du rapetassage des petits culots sculptés qui reçoivent les nervures des voûtes des tourelles. Je me suis permis ici d'ajouter à la date le nom de l'artiste, parce qu'on le connaît, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Artiste et maître d'œuvre, l'architecte sculpteur Guy de Damartin, qui a travaillé aussi au château de la Confluence, en bas dans le square actuel, et qui a travaillé aussi à Bourges et sur d'autres chantiers de notre duc. Artiste qui s'est définitivement domicilié à Poitiers, où d'ailleurs il est mort. Une expertise menée récemment par notre équipe a montré que ces culots sculptés, dont la qualité et la datation à la fin du XIVe siècle ne faisaient aucun doute, étaient plus largement authentiques qu'on ne pouvait le supposer en les regardant depuis le sol. Les deux à gauche, par exemple. Vous avez des personnages qui sont tout à fait de la fin du XIVe siècle, à l'exception de leurs mains et de leurs phylactères qui sont en plâtre. Le phylactère, c'est le rouleau sur lequel se situent les inscriptions. Mais celui à droite est plus intéressant, car on a visiblement restauré au XIXe siècle les attributs, donc ce qu'il tient à la main, en témoignant d'une certaine méconnaissance de l'iconographie médiévale, ou plutôt d'une interprétation qui était bien dans l'art du temps. On a fait brandir au personnage un flacon, comme pour un alchimiste ou un médecin. C'était à la mode. Or, c'est une interprétation qui ne convient ni à la coiffure, ni à la tête. Alors, quel était l'objet de la main gauche, qui est, lui, authentique? Moi, j'imagine assez bien que s'il s'agissait d'un évangéliste, par exemple Saint Luc, il aurait pu tenir une plume de sa main droite et un encrier dans sa main gauche. Mais enfin, c'est une hypothèse. Encore une fois, on a embelli tout cela sans toucher l'extérieur, pour lequel il a fallu quasiment attendre le siècle suivant. Nouvelle articulation de mon discours, un interlude en attente de démolition. Je m'interromps donc pendant 20 ans, jusqu'en 1888. Au passage, vous voyez que la salle principale, ou salle voûtée, avait été peinte de façon quand même assez modeste. Pendant ce temps, cependant, on cogite. Nous arrivons à la fin du siècle, au temps de Camille Formigé et de Lucien Magne. Tous les deux sont des théoriciens de l'architecture, des enseignants aussi, et aussi des praticiens naviguant entre la conduite de chantier comme architecte en chef et l'inspection des monuments historiques. Alors, je ne sais pas par lequel commencer parce qu'ils sont absolument contemporains. Ils ont tous les deux, en outre, été architectes diocésains à Poitiers dans la décennie 1880-1890. Alors, Camille Formigé a commencé en 1888 par une opération sérieuse qui montre des préoccupations scientifiquement rigoureuses, préoccupations qui sont encore les nôtres. La prise de clichés photographiques. Autre opération sérieuse, la confection d'excellents moulages des statues du Pignon à l'intention du musée de la sculpture comparée du Trocadéro. Elles y sont encore, sous le nom de musée de l'architecture. Ces moulages ont été exécutés dès 1889, mais malheureusement après les lourdes restaurations dont j'ai parlé, ce qui a été très bien parce que cette opération a permis une entrée immédiate en catalogue dans cet ouvrage de 1892 concocté par le grand spécialiste de la sculpture médiévale Courageau. Il ne faut pas oublier l'importance didactique des musées parisiens de dessin et de moulage, à une époque où voyager en province n'était pas permis à tout le monde. Et évidemment, ce fait-là a permis le renom de ces sculptures. Alors évidemment, notre duc était déjà rajeuni et reconstitué. Il en avait conscience, et c'est pourquoi, on en avait conscience, pardon, et c'est pourquoi il est rarement photographié avec les trois autres. On considère que le quatrième moulage n'est pas très intéressant. Parallèlement, Formigé présente des devis de grosses œuvres, mais ces travaux ne sont pas encore possibles. Quant à Lucien Magne, qui avait lui aussi une belle formation, qui avait travaillé avec Viollet-le-Duc, qui avait également poursuivi le chantier du Sacré-Cœur de Paris, après la mort de son premier architecte, Paul Abadie, a été architecte diocésain de la Vienne en 1885.
Entre 1891 et 1916, il est professeur d'histoire de l'architecture et d'art appliqué, donc c'est aussi un théoricien. Il comprend, c'était désormais dans l'air du temps, que si un grand projet de restauration est nécessaire, il ne faut pas reproduire les erreurs commises ailleurs dans le palais, notamment avec les charpentes qu'il avait fallu reprendre sans cesse. Lucien Magne fait des recherches, s'appuyant sur les archives, les sources comptables, demandant des fouilles dans le square, fouilles qui se poursuivent jusqu'en 1906 sous la houlette de Camille Delacroix. Tout cela afin d'apprécier l'évolution historique et architecturale de la tour Maubergeon. Devenu inspecteur général des monuments historiques en 1901, Magne publie une grande monographie sur le palais en 1904. Un ouvrage, alors grande parce qu'elle est intéressante, mais grande aussi par sa taille. C'est un ouvrage qui est quasiment rempli par l'édition des documents comptables du duc de Berry, des éditions partielles. Fort des renseignements collectés, Lucien Magne considère que la tour Maubergeon a bien reçu une charpente médiévale, qui a disparu, mais que les parties hautes ont été arasées, comme le prouve selon lui une mention des images et tabernacles associés aux fenêtres du premier étage. Il propose, mais sans développer autrement que par des gravures, un travail de restitution des parties hautes, avec une surélévation des murs qui permet le complément des baies et des voûtes du premier étage. Revoilà l'ensemble de ces gravures, elles sont magnifiques évidemment. Vous remarquez une couleur plus claire à partir d'un certain niveau. La couleur plus claire, c'est ce qui allait pouvoir ou devoir être restitué. Donc une surélévation pour se conformer à l'habitude et la vraisemblance architecturale. Les tours de Magne devaient être dotées d'un chemin de ronde couvert et protégé d'un parapet, mais sans machicoulis. Il estimait que ce n'était pas adapté à une demeure urbaine. Il concède que ces observations ne permettent pas de trancher entre une toiture à pignon, c'est-à-dire ce que vous avez à gauche, et une toiture en poivrière, ce que vous avez au centre. Même s'il préfère les toitures à croupe. Il prévoit aussi une restitution du corps de logis moyenâgeuse, vaguement moyenâgeuse. Son premier étage devait être surmonté d'un niveau de salle des gardes, une sorte de comble, sous charpente lambrissée, communiquant avec le chemin de ronde. Ce premier étage serait voûté, bien sûr, ce qui semble assez probable et assez satisfaisant, au regard de ce qui est actuellement ce niveau, dont je vous ai mis une photo ici en bas. C'est pas très médiéval. Enfin, 1 an après la publication de sa grande monographie à but didactique, Magne demande que soient déposées certaines statues extérieures, car elles montrent des signes de délitement, ce qu'il ne peut malheureusement pas obtenir. Le 8 décembre 1904, un incendie détruit l'immeuble Bozzo, adossé à la tour Maubergeon, et endommage plusieurs statues. La maison dite Bozzo est détruite au début de l'année 1905 par mesure de sécurité, mais c'était une bonne opération. Après le dégagement des remblais, la tour est donc enfin complètement dégagée après 60 ans d'efforts. Cette même année 1905, on se livre à la restauration du soubassement de la tour, de certaines tourelles, endommagées par la destruction des maisons. C'est Camille Formiget qui peut entrer en scène. Son devis de novembre 1904 est approuvé en janvier 1905 et on peut commencer les travaux. Il y a un deuxième chantier en 1908-1909. Ces travaux, comme on le voit sur la photo, supposent qu'à l'intérieur, les fenêtres sont complètement refaites, avec leurs encadrements, une grande partie de la pierre de taille, et cela on a pu le mesurer très bien ces derniers mois grâce aux opérations d'archéologie du bâti. Cependant, ces travaux ne sont pas spectaculaires au point de vue de la silhouette. Donc Formiget a eu envie de marquer le paysage, lui aussi. En 1912, il propose la restitution d'une silhouette complète pour la tour, plus élancée, avec un étage supplémentaire au-dessus des machicoulis. Finalement,
Les dessins pour projet se ressemblent tous. Enfin, il nous semble. Ils nous livrent entre 1859 et 1912, c'est-à-dire pendant plus de 50 ans, un beau château médiéval cantonné de tourelles. Alors, je dis il se ressemble, mais je suis injuste. Car en considérant les choses plus soigneusement, on voit bien que Viollet-le-Duc donne une image idéalisée et approximative, alors que Magne a réalisé des travaux extrêmement précis où chaque élément était mesuré in situ. D'autre part, Viollet-le-Duc a donné une interprétation plus militaire, alors que Magne a vu véritablement, à juste titre, un lieu de pouvoir et d'administration. Ce qui est significatif, c'est que Magne est venu faire une conférence sur place à la fin de 1904 pour présenter et faire vendre son livre. Il y a gagné des admirateurs dans la ville, mais aussi des détracteurs qui étaient attachés aux anciennes visions de Viollet-le-Duc. Et le débat était quand même assez vif. Le dessin de Formigé, quant à lui, est moins intéressant, bien qu'il semble être allé plus loin dans l'invention avec son étage supplémentaire. Mais un dessin de 1912, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour la fantaisie. On encadrait bien plus sérieusement la restauration. Celle-ci devait se rapprocher plus fortement de la notion de conservation que de la notion de restitution. Une des dates des lois les plus célèbres sur les monuments historiques date précisément de 1913. Donc, on n'a pas procédé à toutes ces surélévations. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Formigé disait s'inspirer du château de Mehun-sur-Yèvre, c'est à côté de Vierzon, une autre construction du duc, non loin de Bourges, ça devait faire un petit duo avec le palais de Bourges, château connu par quelques ruines actuellement, et surtout par sa représentation dans l'une des célèbres enluminures des Trérigeurs du duc de Berry, réalisée pour l'essentiel moins de 10 ans après l'édification des édifices représentés, dont tous n'étaient peut-être pas complètement terminés alors sans doute. Et en effet, à cet égard, Formigé bénéficiait des recherches de Lucien Magne, qui, dans le début de son livre, a livré un chapitre intitulé « Les palais et les châteaux du duc de Berry d'après les miniatures ». C'était pour l'auteur un préalable pour bien s'immerger dans l'esprit du temps. Magne est connu pour avoir proposé une autre identification de certains châteaux représentés sur ces enluminures, notamment celui de Saumur que vous avez en bas au centre, et qui jusque-là était identifié comme le château de Bicêtre, un château qui n'a pas vécu plus de 10 ans, il a été détruit par une insurrection. Pour moi, c'est l'occasion, comme je l'ai fait pour la peinture et la sculpture, de vous montrer ce qui se faisait réellement à la fin du XIVe siècle. C'était peut-être pas exactement le contrat pour Vox, le Moyen-Âge vous parle, mais je ne peux pas m'en empêcher en tant que médiéviste. Et une de nos jeunes chercheuses a démontré que malgré la petite taille de ces enluminures, les représentations des dentelles de pierre sommitales étaient souvent assez exactes et copiées sur de vraies architectures. Donc, il faut bien regarder Mehun. C'est ainsi qu'on peut estimer l'aspect des parties sommitales de la tour Maubergeon, si elles avaient été terminées. Hypothèse. Nous sommes dans le cadre, en tous les cas, ça c'est sûr, d'une esthétique d'opposition. L'opposition entre le nu des murs, d'une sévérité osée, qui est tout juste animée par de légers accents, les contreforts, ou même parfois rien du tout. Pour le château, vous le voyez par exemple. Donc, entre le nu des murs, d'une part, et la délicatesse des ornements de détail, et surtout tout ce qui est au-dessus ou en retrait des créneaux. Bon, l'opposition, dans le cas du château de la Confluence de Poitiers, se fait entre l'extérieur et la galerie intérieure. En tous les cas, les parties hautes sont toujours traitées sous la forme d'une architecture aérienne, délicate, presque féerique. Ce serait bien pour illustrer la Belle au bois dormant. Seule la chapelle de Mehun-sur-Yèvre, au-dessus de la porte d'accès du pont, échappe à cette opposition en raison de sa nature plutôt spirituelle. Tout cela, soit dit en passant, n'est pas exactement l'esthétique des projets de Viollet-le-Duc, de Magne ou de Formigé.
Mais, encore une fois, il est injuste et un peu ridicule de faire le malin, ou plutôt la maline, en critiquant les générations antérieures qui nous ont bien facilité la tâche. Le débat sous-jacent à toutes les propositions de restitution tient à l'ignorance des intentions du commanditaire et des architectes de la fin du XIVe siècle, et même à l'ignorance de ce qu'on a fait réellement à la tour Maubergeon, l'ignorance des réalisations effectives du chantier de la fin du XIVe siècle. Notre tour était-elle inachevée ou avait-elle été découronnée à un moment inconnu, non répertorié dans les annales? Les deux, probablement. C'est un débat que nous avons toujours, et il me semble que je me dois d'en donner des arguments afin de terminer par une sorte d'ouverture. Premièrement, une charpente a bien été exécutée, on la trouve dans la comptabilité, comme l'avait dit Magne. Deuxièmement, il est impossible de supposer que l'on n'avait pas monté les dés architecturés au-dessus des têtes des grandes statues, pas seulement pour les protéger, mais parce que c'est un motif décoratif obligatoire, d'autant qu'on en a retrouvé récemment des morceaux en fouille dans le sol du premier étage, pour le plus grand, sous le plancher du premier étage pour les plus petits. Troisièmement, si on pense à ce que représentait la tour Maubergeon au Moyen-Âge, une tour des fiefs, c'était une tour des fiefs, une tour pourvue d'une personnalité juridique, une tour à laquelle on prêtait l'hommage féodal, un symbole des pouvoirs des ducs et des rois, une tour qui pyramidait le paysage urbain au sommet de ce qu'on appelait au XIXe siècle la haute ville. On ne peut envisager la médiocrité qu'on voit aujourd'hui. Quatrièmement, les opérations d'archéologie du bâti ont montré que l'étage actuel, outre sa taille ridicule et son plafond bas, avait bénéficié d'une lourde reprise de ses assises supérieures et bien évidemment de ses fenêtres. On n'a jamais connu les fenêtres médiévales. Alors quand? Par la grande tempête de 1598, qui a complètement décoiffé tout le reste du palais, ici particulièrement. Toutefois, dans les grands travaux payés aussitôt par les trésoriers généraux, sous l'impulsion de Henri IV et de Sully, on ne trouve rien qui s'applique à ce bâtiment. Au contraire, on a des mentions de la salle, de la chapelle, du corps de logis. Lucien Magne trouvait que les dommages dus à un ouragan n'étaient pas vraisemblables. Il pensait plutôt au siège de 1569. Or, quand on voit ce qu'ont fait les boulets de Coligny à la cathédrale, c'est-à-dire pas grand-chose, on peut être perplexe. En tous les cas, le découronnement n'est pas lié à une autre tempête, la grande tempête de 1665, au cours de laquelle toute cette salle s'est effondrée. Et ce découronnement est probablement antérieur à 1619. Alors pourquoi 1619 ? C'est là qu'intervient le débat sur le célèbre document de 1619, le grand tableau sur bois de Nautré, qui est au musée. Certains commentateurs ont fait justement remarquer que la tour Maubergeon y était déjà très basse et que la grande salle la dominait largement. Seulement, cette référence est difficile à interpréter. On ne sait jamais si ce peintre s'est placé en 1569, époque qu'il est censé représenter, avec la ville entourée des canons des armées protestantes, ou en 1619, quand il a effectivement peint le paysage urbain. Par exemple, il a représenté le grand clocher de Saint-Hilaire, celui-là même qui s'est effondré en 1591, donc il n'était pas censé être dans un tableau représentant le siège. À l'inverse, il a représenté le collège des Jésuites et la chapelle Henri IV, qui n'était pas en place en 1569. Débarrassée de tous les projets de restitution propres au XIXe siècle, cette histoire du couronnement de la tour est une affaire à suivre. Ce n'est pas la seule, mais pas la moins passionnante. En somme, c'est un cold case qui nous occupe beaucoup. Je vous remercie pour votre attention.